bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui vous intéresse toutes celles qui notamment ont décidé de se lancer dans un projet immobilier. On va vous guider pour bien réussir dans l'investissement immobilier. On va le faire à deux voix avec mon invité du jour qui est Nathalie qui a créé Investir à la campagne. Bonjour Nathalie. Bonjour Ophélie, merci pour ton invitation. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors Nathalie, comment est-ce que toi, tu en es venue à te lancer dans l'immobilier? Eh bien, j'ai commencé assez tard pour l'image qu'on pourrait avoir de ça, c'est que j'ai commencé, j'avais un peu plus de 40 ans, puisque j'ai reçu mon décompte de points de retraite qui m'annonçait que j'allais recevoir la retraite minimum, même si je travaillais jusqu'à 70 ans. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un revenu complémentaire. Enfin, il me restait grosso modo 20 ans, le temps d'aller à la retraite, pour pouvoir faire un emprunt immobilier et avoir soldé cet emprunt pour ne pas avoir ni de loyer ni de dette quand je serai à la retraite. Initialement, c'était ça. Et puis, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal aussi d'avoir un revenu complémentaire, enfin différent de celui qu'on peut attendre de la retraite quand je serai à la retraite. Donc, c'était pour te construire une sécurité financière. Exactement. Et alors justement, pour la plupart, on a démarré pour ces questions-là et où en achetant sa résidence principale, on en parlera plus tard. Est-ce qu'acheter sa résidence principale est forcément le meilleur des plans quand on se lance dans l'immobilier? Parce que moi, aujourd'hui, si je devais le faire, je le ferais certainement de manière différente. Mais souvent, ce qui nous freine au démarrage, c'est toutes ces représentations, toutes ces peurs et toutes ces idées reçues qu'on a sur l'investissement immobilier. Notamment quand on est une femme, parce qu'on généralement, déjà, on a des représentations très, très genrées. Quand on s'intéresse à ça, on tombe beaucoup sur, on va dire, l'agent immobilier en costard-cravate, la personne qui t'explique qu'elle a acheté 500 biens immobiliers et qui a un profil dans lequel tu te reconnais pas du tout. Je n'ai pas 500 biens immobiliers, mais enfin, ça me permet quand même d'être dans le top 7% de ceux qui ont investi plus massivement que la plupart. Donc, je me considère déjà d'un certain niveau, quoi. Oui, et souvent justement, une des premières idées reçues, c'est quand on est une femme, on ne peut pas le faire toute seule. Ah oui, alors non seulement j'étais toute seule quand j'ai commencé, mais je sortais d'un divorce. Enfin, je sortais du foyer déjà, donc c'est même pas une question de se dire j'avais l'argent du divorce, hein, parce que j'avais sorti mes valises de la maison, j'avais les 2 enfants sous le bras, en bas âge et un peu plus de 40 ans. Donc autant te dire que des idées reçues et des croyances limitantes, j'en avais plein mes bagages, hein. Oui, alors tout le monde pense que justement, pour le faire, il faut absolument être en couple, en CDI et avoir un niveau de revenu de dingue. Eh ben non, faut déjà avoir envie de le faire, croire que c'est possible et le faire de la bonne manière. Parce qu'en fait, tout ça, c'est surmontable. Ah oui, puis je gagnais 1 200 €, hein. J'avais même pas un temps plein. Donc comme quoi, c'est faisable, hein. Bien sûr, et tout comme moi, quand j'ai démarré, j'avais pas du tout de CDI. Et je rentrais dans aucune de ces cases-là. Et pour autant, je l'ai fait, mais ce qui a induit un certain nombre de négociations, ce que j'étais tout à fait prête à faire, puisque la première personne ne m'a pas dit oui tout de suite. Et j'avais tout à fait conscience que ça se passerait certainement comme ça. Ah oui, il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs interlocuteurs pour avoir d'abord plusieurs sons de cloche et puis voir en face la personne qui elle-même n'a pas de croyances limitantes sur ce sujet-là et qui peut te porter, t'accompagner d'une certaine manière vers l'investissement. Ouais. Oui, et c'est ce que tu disais souvent, justement, le problème des personnes quand on a décidé d'investir, mais d'ailleurs, quel que soit l'investissement qu'on choisit, c'est toutes ces idées reçues qui nous arrivent en pilote automatique et qu'on interprète comme étant des réalités. Or, on s'est créé nos propres réalités par tout ce qu'on a entendu pendant des années. Oui, puis bon, faut dire aussi que les médias sont quand même les meilleurs placés pour nous faire du martèlement à notre insu, hein, à l'insu de notre plein gré, comme on dit, sur attention, c'est difficile, c'est la crise, c'est vraiment pas facile, fallait faire avant et plus maintenant. Enfin, voilà. En dehors de ce qui est déjà ancré familialement, ça fait beaucoup de choses à dépasser. Oui, alors moi, j'ai 45 ans en fait, hein, ça fait 45 ans que j'entends que c'est la crise. Alors ça me fait d'autant plus rigoler que je suis économiste, donc c'est des choses que j'arrive à interpréter. Mais si vous écoutez vos voisins ou les médias, c'est sûr que c'est pas ça qui va vous aider à dépasser vos peurs, vos craintes, qui ne sont souvent que des peurs et des craintes construites. L'autre problématique, c'est la peur de l'endettement.
Alors ça, souvent, c'est très ancré. Le fait de ne pas savoir distinguer les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Oui, alors on appelle ça, on caricature ça en actif et en passif. Et pour autant, dans l'investissement immobilier, si tu investis dans ta résidence principale, étant donné qu'elle ne te rapporte pas d'argent, c'est un passif. Après, il y a différents moyens pour faire en sorte que ta résidence principale peuvent être, pas un vrai actif, mais en tout cas t'aider à revoir les choses différemment. Mais en ce qui concerne l'investissement immobilier et la peur de la dette, c'est le locataire qui te paye ton prêt. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur de ça. Tout comme, dans l'investissement, immobilier locatif physique, il y a énormément de personnes qui ont peur justement d'avoir des locataires, qui ont peur de la relation humaine et qui ont peur, justement, qui se disent qu'elles ne peuvent pas faire confiance à d'autres personnes. Oui, alors du coup, c'est là qu'intervient le fait de se faire accompagner. On a tendance à dire se former de manière générale, mais je pense que l'accompagnement est le plus important parce que se former, c'est avoir les connaissances, comment se déroule, où trouver les informations. Voilà, ça te permet d'avoir quand même une bonne connaissance de base, d'avoir toutes les informations nécessaires pour passer à l'action. Mais ça n'empêche que pour bon nombre, passer à l'action, même avec toutes les connaissances, eh ben, c'est compliqué parce que justement, il y a encore toutes ces peurs à dépasser. Et puis, je le dis souvent, hein, tu peux lire tous les bouquins du monde pour apprendre à nager. Si tu ne sautes pas dans le bassin, tu ne sauras pas nager. Tout comme, la question aussi des locataires, ça peut aussi être un un plaisir de cibler une typologie de locataires et de sélectionner en fait les gens, tout comme vous allez négocier avec pas mal de gens à partir du moment où vous allez vous lancer dans un projet immobilier, vous allez aussi sélectionner vos locataires. Oui, il y a une image assez sympathique, c'est ceux qui font par exemple des écolieux et choisissent leurs locataires pour qu'ils soient en rapport avec leur état d'esprit. Et à la limite même, le locataire qui ne correspondrait pas à l'état d'esprit se dirait « Ah, c'est peut-être pas pour moi. » Et ben, c'est comme dans l'entrepreneuriat où il vaut mieux afficher la couleur, être très authentique et sélectionner des personnes qui sont en lien avec vos valeurs, parce que comme ça, vous leur proposerez quelque part quelque chose qui est 100% adapté à leur situation et ça éloignera de vous des personnes à qui ça ne répondrait pas. C'est exactement ça. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues, on le disait, sur le format d'immobilier. Alors en France, on reste un pays, on va dire, de propriétaires et de propriétaires de notre résidence principale. Donc comme nos parents ont aspiré à avoir, je vais caricaturer, mais un CDI et une maison, eh bien, en pilote automatique, à partir du moment où on commence à avoir une situation stable financièrement et dans nos jobs, la première des choses qu'on ferait, c'est d'investir dans notre résidence principale. Or, si votre objectif est d'être libre financièrement, eh ben, ça ne va pas forcément être le meilleur investissement. Il vaudrait mieux que vous réserviez votre capacité d'emprunt, ce qu'on appelle l'effet levier, à commencer plutôt par de l'immobilier locatif. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra de vous constituer un patrimoine plus rapidement et puis un cash flow, c'est-à-dire de l'argent à réinjecter pour augmenter vos capacités à investir. Oui, c'est sûr qu'en investissant d'abord dans le locatif, ça te fait une espèce d'effet de levier du crédit pour faire financer ton patrimoine. Alors du coup, puisque le locataire te paye un loyer et ton loyer te permet de rembourser ton emprunt, si tu as fait ça bien correctement dans les règles, le loyer que tu perçois est plus élevé que les charges que tu vas avoir. Et donc du coup, ça te permet d'avoir une manne financière supérieure que le salariat. Ça te permet d'augmenter les revenus du foyer et pour le coup, d'avoir la possibilité de ta résidence principale avec un pécule plus important, quoi. Et oui, ça permet d'aller plus vite et plus loin. Et puis quelque part, son habitation principale, c'est plutôt quelque chose auquel on accède quand justement on a commencé à mettre en place une stratégie d'investissement qui nous permet d'être libre. C'est plus facile de le faire dans ce sens-là, ça va plus vite et ça permet d'avoir de plus grosses capacités. Et puis, quand on achète sa résidence principale, en général, c'est un coup de cœur sur un bien qui, en général, est relativement cher. On a tendance à se dire, bon, alors, quelle est ma capacité d'emprunt? Je peux avoir 600, 900, 1000 euros, 2000, peu importe, d'un crédit immobilier par mois. Je vais choisir un bien qui corresponde à ça. Alors, du coup, ça fait en sorte que tu es dans tes 33 ou 35% d'endettement et tu ne peux plus investir dans l'immobilier. Alors que si tu commences par investir dans l'immobilier locatif, tu vas certainement acheter des choses moins chères, au départ en tout cas, et crescendo. Et donc, du coup, ton taux d'endettement, puisque le loyer que tu perçois est plus important que le crédit que tu dois à la banque,
et ben en fait, ton taux d'endettement, il n'est pas impacté. Oui, et comme tu le disais, alors on ne vous dit pas que ça n'est pas bien d'acheter sa résidence principale. Il vaut mieux faire ça que de ne rien faire, puisque à terme, oui, vous êtes propriétaire de quelque chose. Mais j'ai envie de dire, ça deviendra un bon investissement le jour où vous revendez. Et parfois, les gens ne revendent pas parce qu'ils restent toute leur vie au même endroit. Et c'est pas ça qui leur amène plus de liberté, puisqu'au contraire, ils se retrouvent bloqués pendant 25, 30 ans à rester au même endroit, être obligés de garder le même job quelque part et la même situation pour rembourser leur emprunt. Là où si vous aviez commencé par de l'immobilier locatif, et bien quelque part, ça vous générait plus rapidement un patrimoine et puis un cash flow qui vous permettait de réinvestir sur d'autres choses. Donc, ça permet d'être plus facilement libre. Et là, encore, ça dépend de vos objectifs de démarrage. Est-ce que vous voulez juste de la sécurité ou est-ce que vous voulez de la liberté le plus rapidement possible? Moi, ce que je vous souhaite, c'est quand même d'avoir une plus grande liberté de choix. Et souvent, on s'en rend compte parce qu'on a commencé par le premier système et c'est en sortant du premier système que ça nous permet de mettre en route le deuxième système. Et puis, tu le disais, l'habitation principale, c'est souvent un achat irrationnel, c'est un achat émotionnel. Bien sûr, c'est chez nous, c'est le cocon, j'appelle ça comme ça. Donc, on a tous et toutes envie d'avoir quelque chose qui correspond 100% à nos idées. Donc, on le paye trop cher, on ne s'autorise pas à le négocier comme il faut et on ne le conçoit pas comme quelque chose qu'on va revendre et optimiser derrière. Parce que, par contre, il y a des personnes qui sont très bonnes pour faire ça, c'est-à-dire acheter leur résidence principale et se dire, je reste 5, 7 ans, 8 ans et derrière, j'en fais un bien optimisé que je mettrai en locatif ou que je revendrai en faisant, on va dire, une plus-value. Et là, ça peut être un très bon investissement quand on le fait comme ça. Oui, tu peux aussi coupler avec une partie que tu loues à une personne extérieure et du coup, ça te permet d'avoir un emprunt moins conséquent. Là encore, il n'y a pas de solution préétablie, mais c'est important que vous vous posiez toutes ces questions-là parce que par défaut, 99% des personnes vont fonctionner en pilote automatique en se disant j'achète ma résidence principale pour avoir une plus grande sécurité. Or, à terme, vous auriez et la sécurité et la liberté en passant plutôt par l'immobilier locatif. Alors là, on a évoqué ce fameux débat résidence principale versus immobilier locatif. Justement, c'est quoi les étapes pour se lancer dans un projet immobilier? Il faut déjà savoir pourquoi tu le fais. Pourquoi tu veux investir? Quel revenu tu vises? Tu peux le faire. Alors, initialement, tu vois, c'était pour ma retraite. Pour avoir un revenu quand je serai à la retraite. Donc, j'avais une vision à long terme. Si tu veux un cash flow tout de suite, enfin, d'avoir un revenu complémentaire rapide, ce ne sera pas forcément le même bien. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Si acheter une maison dans laquelle tu veux habiter, on a tendance à faire un truc, comme tu dis, ton cocon, peut-être l'acheter un peu plus cher et donc du coup, la rentabilité n'est pas la même. Alors que si tu veux faire un investissement locatif, tu veux tout de suite du cash flow, l'intérêt, c'est d'acheter peut-être même petit, des maisons avec qui soient peu chères et en même temps qu'elles te rapportent gros. Et là, pour le coup, tu as un revenu complémentaire. Il y a aussi des personnes qui veulent acheter pour faire du patrimoine et pouvoir les léguer à leurs enfants. Donc, tu vois, déjà, à partir du moment où tu as l'objectif, tu cibles les biens différemment. Bien sûr. Et là, on parlait d'immobilier de manière un petit peu classique. Maintenant, en ville, il commence à y avoir de la colocation atypique multigénérationnelle. Enfin, on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut sur l'immobilier. Il y a des gens qui font des garages, tout simplement, parce que ça, c'est aussi très simple à faire. Donc, il y en a un petit peu pour toutes les bourses et tous les projets. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, tu me parlais des étapes. Donc, définir son objectif, se former, s'informer, se faire accompagner, parce que c'est bien beau, tout le monde dit il faut le faire, mais tu fais comment? Tu commences par quoi? Voilà. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, on reparle des peurs qu'on a. Donc, l'accompagnement, c'est ça aussi. C'est de se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait et qui te permet de pouvoir expliquer comment elle a fait pour pouvoir débloquer tous ces petits obstacles qui l'empêchaient de passer à l'action. Après, il y a les stratégies à adopter. On en parlait. Donc, colocation. Après, tu as ce qu'on appelle la location saisonnière, mais moi, je préfère appeler la location courte durée parce que tu peux la faire toute l'année. Il n'y a pas une question de saison. Tu peux aussi acheter un immeuble de rapport comme ça. Tu multiplies les biens dans un seul achat. Donc, tu multiplies et tu diversifies tes revenus d'une certaine manière. En tout cas, tu dilues le risque. Après, à partir du moment où tu as ton pourquoi, la raison pour laquelle tu veux le faire, tu choisis le bien qui correspond à ta demande en s'assurant qu'il y ait une demande en face. Puis après, on a le rendez-vous avec la banque, le fameux
banquier, que je mets entre guillemets, enfin la banque avec un grand L. Donc, tu vas discuter de ta capacité d'emprunt et négocier les conditions de ton emprunt. Alors là, on va rigoler de ce sujet-là parce que souvent, c'est la grosse angoisse, l'histoire de la discussion avec le banquier. Alors moi, je dis que souvent, les gens vont chez le banquier comme ils vont chez le médecin. Ils attendent une prescription. Et non, en fait, c'est un agent commercial d'une structure commerciale qui s'appelle la banque avec lequel vous allez négocier. C'est comme ça qu'il faut y aller. Et en plus de ça, c'est un individu à part entière qui lui-même a ses peurs et ses blocages et qui pourrait éventuellement vous les transmettre. Tout à fait. Et ça, alors il y a aussi cette fameuse chose, aussi, il y a pas mal de gens qui voient le banquier comme le notable, avec qui la famille a des rapports depuis des années. Bref, presque un membre de la famille, en se disant: «Mon banquier va forcément me financer». Or, une autre banque aura tout intérêt à vous prendre comme client, à vous faire des bonnes conditions, pour que vous deveniez, client, sociétaire, actionnaire chez eux et va vous faire une meilleure proposition. Donc, croire que votre banquier actuel est la personne qui sera votre interlocuteur sur votre projet immobilier, c'est vraiment souvent la pire des erreurs. Il faut aller voir 3 à 5 personnes pour pouvoir avoir une bonne proposition. Puis vous avez aussi d'autres interlocuteurs qui sont des gens qui font l'intermédiation entre les organismes bancaires et vous, si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise vis-à-vis de ce sujet-là. Au cours de chaque rendez-vous, on apprend aussi. On apprend à affiner son dossier, on apprend à pas écouter totalement ce que va te dire le banquier, puisqu'en fait, je me souviens que la première fois que j'ai fait de l'investissement immobilier, je me disais, oh là là, avec mes 1 200 €, ça n'arrivera jamais. Bon, bref, je vais quand même aller demander à ma banque. Et à cette fois-ci, j'étais bien tombée puisque mon banquier m'a dit, oh, mais c'est une bonne idée, madame, c'est bien d'investir dans l'immobilier. Voilà, donc je suis tombée sur quelqu'un qui avait cette croyance-là, et donc très bien, parce qu'avec 1 200, il fallait vraiment qu'il ait confiance en moi. C'était la croyance, moi, que j'avais. Et à côté de ça, tu vois, j'ai donc fait plusieurs investissements. Et dans mon dernier investissement, j'ai quand même, sur les 6 banques que je suis allée voir, du tout au rien, j'ai eu vous viendrez me voir quand parce que j'avais changé de département, j'avais décidé d'investir dans un autre département. La première chose, ça a été, vous viendrez me voir quand vous investirez dans tel département, donc le sien. Bon, déjà, c'était même pas une question de finance, hein, c'était juste une question de département. Il y en a une, c'est pareil, ça s'est arrêté au rendez-vous. Elle m'a demandé, vous pouvez me dire rapidement quel est votre projet? Je lui ai dit, voilà, je voudrais acheter une longère et je voudrais faire 5 logements à l'intérieur. Elle m'a dit 5? Ah non, c'est pas possible. Donc, ça n'était même pas une question de finance. C'était déjà, j'ai pas pu avoir le rendez-vous. Voilà. Et puis, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, sur un autre banquier, le 6e, qui me dit, ça vous dérange pas si j'appelle ma collègue, parce que je pense que ça l'intéresserait super de voir votre dossier, il est super, j'adore votre projet, ça vous dérange pas si je demande à ma collègue de venir? Voilà. Au-delà d'un dossier, c'est-à-dire dans lequel on te demande des documents, montrer patte blanche, que tu sais gérer tes finances, c'est pas une question d'argent que tu possèdes, c'est une question de savoir comment tu gères tes finances. Voilà, si tu es sûr de ton projet et que tu le présentes bien et que tu tombes sur l'interlocuteur qu'il faut, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire plusieurs interlocuteurs. Et c'est aussi pour ça que je déconseille d'une certaine manière d'aller voir un courtier, parce que les courtiers, ils sont bons dans les résidences principales. C'est des dossiers qu'ils maîtrisent. Voilà. L'investissement immobilier, faut jouer sur le loyer que tu vas percevoir. Et donc, du coup, certains te disent, tu les as pas encore perçus, donc tu peux pas les rentrer comme des recettes. Puis, tu peux pas défendre ton projet auprès de l'interlocuteur banquier qui est celui qui va te prêter l'argent. Donc, voilà. Après, si évidemment, on ne se sent pas du tout, on peut passer par courtier, se rendre compte que peut-être on n'aura pas de crédit, on te dira, non, c'est pas possible. Et là, tu vas peut-être te dire, je vais quand même aller voir des banques et puis je vais bien affiner en fonction des discours que j'aurai, et surtout ne pas les écouter comme s'ils te prodiguaient la messe. Oui, alors ça, justement, moi, j'aime bien dire qu'il faut le faire juste pour savoir le faire.
En fait, c'est la vie, c'est beaucoup un jeu de rôle, hein. On rentre quelque part dans un costume, en fonction de la personne qu'on a en face de soi et ça, négocier avec le bocquier, c'est quelque chose qui est très, très important dans notre relation à l'argent. Bon, sauf que ça s'apprend, c'est pas intuitif. Souvent la première des fois, on se trouve un petit peu désarmé face à la situation et oui et on vit des situations, cocasses, voire étonnantes parfois. Moi, quand j'ai, voulu, faire mon premier projet immobilier, j'ai eu voilà, un certain nombre de propositions alors que je rentrais dans aucune des cases de ce qui était bien quelque part pour emprunter, on va dire. Et j'ai quand même un monsieur qui aussi ne m'a donné aucune réponse, ça n'a même pas pris mon dossier en me disant vous viendrez me voir quand vous serez marié, vous serez en CDI. Donc j'ai vécu cette scène et en fait pour moi ça m'a pas vexé plus que ça, j'ai rigolé et ça avait même été un puissant moteur pour me dire mais attends je vais aller chercher la meilleure proposition du marché et c'est ce que j'ai eu derrière et même après à titre professionnel j'avais noué des partenariats pour aider des femmes justement à souscrire à des fonds de garantie pour les aider à accéder à l'emprunt bancaire sur leur projet d'entreprise. Donc j'ai même envie de dire je remercie ce monsieur parce qu'en fait finalement il m'a donné une niaque insurmontable pour aller trouver des solutions. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut voir ça comme un puissant moteur pour trouver la solution ailleurs. Et ça, c'est un jeu de rôle. Et ça, c'est important de s'exercer. Je vois quand je travaille avec des gens, on fait un peu des simulations et finalement, on voit ça comme du théâtre et c'est plutôt rigolo. C'est du théâtre d'improvisation. Oui, oui, surtout que quand tu te formes et que tu te fais accompagner, que tu as un discours qui se tient, qui est éprouvé par même, hein, parce que c'est même pour certains très éprouvant, et que tu sais ce que tu sais, justement, quand tu te trouves face à un interlocuteur, un banquier ou autre, qui te maintient autre chose et qui se donne le rôle de moi je sais, et tu lui dis très bien, dans ce cas, on ne travaillera pas ensemble, et puis au revoir, quoi. Ça ne sert à rien d'essayer, de toute façon, de lui faire entendre raison. Lui, il a sa propre vérité de son côté. Moi, j'ai la mienne. On ne s'entend pas, c'est pas grave, comme tu dis, hein, un banquier, c'est un commercial. C'est quand même un salarié commercial. Il a des objectifs, il a une façon de voir les choses à titre individuel. Et puis, aussi pour le fait d'obtenir un emprunt en se disant oui, mais moi, je n'ai pas le CDI, moi, je n'ai pas ceci, moi, je n'ai pas cela. En fait, justement, comme c'est un salarié et qu'il a des objectifs, tu ne sais pas si ça se trouve, dans ses objectifs, il lui en manque plus qu'un pour pouvoir avoir sa prime ou pour pouvoir avoir le statut au-dessus. Et là, on est déjà le 25 du mois et il se dit peut-être je n'aurai pas d'autres demandes avant la fin du mois, donc peut-être il peut arriver à passer sur 2-3 trucs qui pourraient ne pas être dans la liste des cases à cocher pour que lui puisse avoir son objectif. Donc c'est important de se dire que tout est possible et si tu ne te demandes pas, tu ne sauras pas. Oui, le seul vrai échec, c'est de ne pas essayer, comme tu le disais. Et puis, c'est pas juste avoir un oui quand on va voir un banquier, c'est négocier tout et notamment regarder tous les frais et les coûts cachés. Oui, il ne faut pas hésiter à demander tout. Alors, il ne faut pas lui dire ça comme ça, hein, mais quand il dit « vous avez peut-être une question à me poser », n'hésitez pas à lui demander à supprimer tel frais, tel frais, tel frais. J'ai envie de dire presque négocier le taux, ça vient à la fin. Parce qu'on est sur des taux qui sont quand même pas très élevés. Beaucoup se targuent de dire « oh là là, mais les taux, ils ont augmenté, tout ça ». Mes parents, dans les années 80, ils ont fait construire à 14%. Et ça ne les a pas empêchés de construire. Et il y a énormément de gens qui ont construit à cette époque-là et ça ne les empêchait pas. Et on ne peut pas dire non plus qu'ils avaient des niveaux de revenus aussi élevés, entre guillemets, que les nôtres. Alors, la vie était aussi différente, certainement. Ma première maison que j'ai achetée quand j'étais en couple, les taux, ils étaient à 7%. Et puis après, effectivement, les taux, ils ont dégringolé. Mais cette maison, tu vois, cette première maison qu'on a achetée il y a plus de 20 ans, elle est remboursée. Et ça nous permettait d'avoir un crédit. Alors, ce n'est pas un investissement, c'était notre résidence principale, mais ça nous permettait quand même d'avoir un crédit moins élevé qu'un loyer. Donc, c'est ça qui nous avait boosté et on était à 7%. Mais pour le coup, oui, aujourd'hui, on se dit, oh là là, on frôle les 4%. C'est pas grave, en fait. Je crois que le taux, c'est peut-être la dernière chose à négocier. Il y a tellement d'autres choses qui sont à négocier qui nous coûtent énormément d'argent. Donc, il ne faut pas hésiter à tout négocier, en tout cas à tout demander. Et puis après, on voit ce qu'il peut faire.
Oui, oui et de toute façon, le taux, vous pourrez racheter votre crédit le jour où les taux auront baissé. Donc c'est un faux problème. Par contre, oui, c'est ce qui vous coûtera cher, c'est toutes ces choses qui sont cachées. C'est ce que j'appelle tous les coûts cachés, les frais cachés. Et si vous ne posez pas la question, c'est pas forcément ce qu'on va vous dire en premier. Donc c'est très, très important. Et puis de toute façon, à partir du moment où vous vous lancez dans un projet immobilier, vous n'avez pas fini de négocier, parce que vous allez aussi négocier avec des artisans. Vous allez négocier le coût d'acquisition de votre bien. Donc c'est important de se mettre dans cette dynamique de parler d'argent positivement et voilà, de dialoguer sur ces questions-là. Oui, oui, il ne faut pas hésiter. Alors, je ne veux pas faire ma féministe, hein, mais quand même pas mal d'artisans, quand ils viennent te voir pour faire un devis et qui te demandent à parler à monsieur, bon, ça part mal. Hein, ça part mal. Il y a aussi celui qui te met un coup à la fin de la page devis. Tu n'as pas de détails. Il t'a pris soit pour une américaine, soit pour une neuneu. Mais en tout cas, ça ne correspond pas. Et pour ceux qui pratiquent comme ça, je leur dis c'est dommage, vous savez, on part mal, je ne vais pas pouvoir travailler avec vous, quoi. Et c'est important de chercher les informations aussi en termes de travaux et de coûts que ça peut représenter, ou au moins, comme tu parlais de la pièce de théâtre, de ne pas hésiter à discuter avec les uns les autres, prendre toutes les informations que tu peux avoir et te faire ta propre opinion et ne pas hésiter à avoir plein de devis. Parce que des fois, on a des belles surprises de devis moitié moins chers avec plus de travaux. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à négocier avec les artisans. Oui, oui, il faut parler de ces sujets-là et à chaque fois, moi, quel que soit le sujet, c'est toujours au moins, c'est entre 3 et 5 propositions, quoi, pas moins, parce que sinon, tu n'as pas de base. Et puis, c'est pas toujours le prix, hein, le critère, c'est la réactivité, c'est la qualité de service, c'est la confiance, c'est la fluidité, c'est tout ça aussi hein, qu'il faut regarder. Pas toujours le moins-disant, hein, notamment quand on parle de travaux. Donc, c'est important de se mettre dans cette dynamique-là, tu le disais. Et puis, c'est aussi de négocier les coûts d'acquisition. Oui, oui, parce que là où tu fais de l'argent initialement dans l'investissement immobilier, c'est à l'achat. Moins cher tu l'achèteras, tu es sûr de faire une plus-value quand tu le revendras. Donc déjà, tu te dis que ton investissement, il est bon. Après, il faut savoir le gérer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à négocier le prix d'achat. Ce n'est pas parce qu'il est étiqueté à ce prix-là que c'est au prix où tu vas l'acheter. Et moi, j'achète les maisons à des prix indécents. Oui, et ça aussi, ça s'apprend parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont gênées vis-à-vis de ce sujet-là, qui ont l'impression d'arnaquer les personnes à qui elles l'achèteraient, ainsi de suite. Il y a une espèce de forme de culpabilité derrière cette question-là. Or, j'aime bien dire, c'est un jeu de rôle, en fait, c'est un jeu de négociation. Eh bien, pour certains, tu leur rends même service, hein, parce que pour certaines des maisons que j'ai achetées, ça faisait des années qu'elles étaient en vente. C'est pas qu'ils n'arrivaient pas à la vendre, mais c'est qu'ils n'avaient pas d'offre. Donc, si tu veux, à partir du moment où ils mettent un prix qui n'était certainement pas en corrélation avec le marché, puisqu'elle ne se vendait pas, parce que si elle avait été OK avec le marché, elle se serait vendue tout de suite. Et certains vendeurs me disaient, et quand je leur demande comment ça se fait que vous n'avez pas encore vendu, ils me disent, mais j'ai pas d'offre. Donc, alors vas-y, je fais une offre. Alors, certains me disent, c'est peut-être un peu osé ou c'est peut-être un peu pas beaucoup. Je dis, c'est le début de la négociation, voilà. Et puisqu'elle ne veut pas me donner de prix, c'est pas grave, moi je vais lui en donner. Donc voilà, on le disait, c'est beaucoup en fait aussi une question relationnelle, un projet d'immobilier. Et dans les étapes, ce qui est important, c'est de s'entourer des bons interlocuteurs. On disait la bonne personne pour vous accompagner et vous former tout au long de tout ça, parce que c'est très difficile de savoir le faire toute seule. Le bon partenaire bancaire, éventuellement le bon agent immobilier aussi pour vous proposer les bons biens. Oui, il y a beaucoup de biens qui ne sont pas en annonce. Donc, il ne faut pas se limiter aux annonces qu'on peut voir. Déjà, j'invite beaucoup à aller visiter pour se rendre compte de ce qu'il y a et à quel prix. Ça permet de se faire la main sur qu'est-ce qu'il y a à vérifier, quels sont les points essentiels, quelles sont les questions à poser. À partir de là, il y a une certaine relation qui se crée avec l'agent immobilier, l'agent ou l'agent. Et il y en a avec qui ça passe pas du tout, hein, avec lesquels tu n'as pas envie d'avoir de relation. Et puis, il y a des personnes avec lesquelles il y a un potentiel de collaboration. Et à partir de là, même si ce bien-là ne correspond pas au fait que tu veuilles faire ni une proposition, ni acheter tout simplement, je vais te dire, oui, alors du coup, j'ai peut-être quelque chose, venez, on va aller visiter autre chose. Parce que le fait d'en discuter, lui, ça lui donne l'idée d'autres biens, ou même se dire le jour où il a un bien qui rentre et qui correspond à ta demande, il se dit,
en face, il sait que s'il me le propose, il est quasiment sûr de le vendre. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant. Donc, ça fait aussi partie des partenaires du projet. Et ça aussi, je vois peu de personnes qui font comme tu le fais. Et c'est ce que j'invite justement à faire. C'est rencontrer un peu le pool des agents immobiliers locaux, justement, pour leur faire part du type de projet dans lequel vous aimeriez investir. Oui, c'est important parce que dans certaines zones, surtout à la campagne, ils ont peu d'investisseurs qui sont enclins à venir sur des zones moins habitées. Voilà, on n'est pas sur la métropole où ça tourne et de l'investisseur, il y en a plein. Là, quand ils se trouvent sur des biens ou quand justement il y a plusieurs appartements ou plusieurs logements à l'intérieur d'une même propriété, ben, ils vont peut-être plus facilement se dire « Ah, ça correspondrait peut-être à ce que pourrait avoir envie de Madame Pernin, je vais lui proposer, on en discute. » Du coup, ça peut être pour lui une façon d'avoir le vendeur idéal en face et moi d'avoir des propositions de biens qui correspondent à mes investissements. Et puis, je reviens sur le fait, hein, ça peut vraiment rendre service entre guillemets à tout le monde. Moi, j'aime bien savoir ces relations gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi, je trouve un bien qui correspond à ce que je veux, à des prix que je veux. L'agent immobilier ou le vendeur particulier a peut-être un bien qu'il a depuis je ne sais pas combien de temps qu'il veut vendre et qu'il n'arrive pas à vendre, simplement parce qu'il n'a pas de proposition. Et il se retrouve avec un bien qui lui coûte, qui est une charge, parfois et souvent une charge émotionnelle, au-delà de la charge financière, et qui veulent juste une chose, c'est de se débarrasser de ce bien qui est de quelqu'un qui leur est cher ou pas, et de retrouver de la sérénité, de ne plus avoir ce bien qu'ils ont sur les bras, quoi. Donc, on peut aussi rendre service en faisant un achat, même si le prix a l'air indécent. Souvent, les prix, quand c'est des vendeurs particuliers, ils les ont pas inventés, hein. On leur a conseillé de le mettre à ce prix-là, ils ont mis ce prix-là, et ils ont personne en face. Ben, du coup, si en tant qu'investisseur, on n'est pas là à faire une proposition qui corresponde à un prix de marché, en tout cas au prix où nous, on est capable de mettre pour pouvoir faire notre investissement, et ben, il n'aura jamais de vendeur. Et lui ou elle veut juste une chose, c'est vendre, pour pouvoir se débarrasser de cette charge financière ou affective. Oui, et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, en fait, hein. Beaucoup plus que ce que pas mal de personnes pourraient croire. Et alors justement, donc là, on a évoqué les différents interlocuteurs sur le projet et tombé pas mal d'idées reçues. Et autre chose, ben voilà, c'est véritablement que vous preniez conscience que le fait de se lancer dans un projet d'immobilier, quel qu'il soit, ça fait partie des choses qui vont complètement transformer à la fois votre rapport à l'argent et votre situation financière à terme. Exactement. Et puis se libérer de fardeaux qu'on s'est créés, de chaînes mentales sur tout ce qui était impossible. Quand on commence à comprendre que les choses qui nous paraissaient impossibles, comme l'investissement immobilier, se débloquent, et ben plein de choses qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a jamais faites, parce que ça peut être voyager ou même des choses plus simples, enfin pas forcément voyager hyper loin, ça peut être aller dans des endroits où on dira un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, ou j'irai là, sans que ce soit ni loin, ni des fois c'est même à la porte de chez nous, et ben on s'autorise à le faire, alors qu'avant on le faisait pas. Faut-il encore prendre cette décision à un moment qui est d'injecter du temps? Parce que oui, ça va prendre du temps au démarrage de mettre en place ce projet-là. L'immobilier physique, c'est assez chronophage au démarrage, mais après, par contre, il y a des répercussions financières qui sont exponentielles dans le temps. Donc, c'est injecter à un moment du temps, de l'énergie et puis un peu d'argent, justement, pour se faire accompagner et lancer la machine. Parce qu'au début, ça va vous en coûter un petit peu, forcément, pour après, dans le temps, s'offrir une plus grande liberté, une plus grande quiétude et puis une plus grande liberté financière. Et souvent, la plupart des personnes ne sont pas prêtes à faire ça à l'instant T et du coup n'auront jamais les résultats positifs qui sont exponentiels dans le temps. Souvent, je le dis, c'est que si c'était simple, tout le monde le ferait, hein, c'est l'expression qu'on a. C'est pas difficile à faire, mais c'est que c'est pas simple. C'est pas simple dans le sens où il faut accepter de changer notre façon de voir les choses, ce qui est quand même déjà pour notre ego quelque chose de très compliqué. Et puis accepter d'être, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, hein, je caricature évidemment, je ne vais pas faire peur à tout le monde, mais en tout cas, quand on est dans son premier investissement, c'est de se dire, allez, premier, à chaque fois qu'on commence un investissement, c'est de se dire, je passe du temps sur la recherche, je passe du temps en visite, je passe du temps à aller vérifier mon chantier, mais allez, ça dure quelques mois,
Et une fois que tout est fait, bah, il suffit de déléguer. Une fois que tu as délégué, ça me prend quelques minutes par jour d'envoyer quelques SMS et quelques réponses. Et voilà. Oui, après ça te permet de gagner du temps et de l'argent. Oui, oui, mais faut-il accepter de mettre sa vie, entre guillemets, entre parenthèses, euh, un certain temps, pas très long non plus, on n'est pas sur des dizaines d'années, mais il faut accepter de vivre différemment. Ça peut être assainir ses finances en ne faisant plus d'achats compulsifs, ou en tout cas de gérer ses finances différemment qu'en se disant, ben voilà, moi j'ai mon salaire, il fait tant, enfin, à la fin du mois, j'ai plus rien. Et je me suis même posé la question quand j'étais en couple où on avait 2 salaires. Je me suis dit, mais comment faisions-nous pour être à découvert tous les mois alors qu'on avait 2 salaires? Et je me suis dit, mais en fait, on dépensait sans faire attention. Et déjà, faire attention à ses finances, c'est le début. Il y a pas mal de personnes Voilà. qui vont voir ça comme une privation, alors que c'est une des conditions pour s'offrir la liberté. Clairement, puisqu'en fait, on est martelé pour avoir telle ou telle chose, le dernier cri de ça, le dernier vêtement de ça, les placards sont pleins de fringues. Et ben justement, comme les placards sont pleins, c'est le moment de faire une petite pause, au moins 3 mois, histoire que le banquier voit des chiffres indécents sur vos comptes. Et à partir de là, ça permet d'investir sur soi et dans l'immobilier, de voir les choses autrement, de se donner la peine et après, bah, de récolter tout ce qu'on a semé, quoi. Toutes les bonnes graines qu'on a semées, à un moment donné, ben, on peut les récolter et être fier de soi. Oui, et ça, c'est ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, très clairement, allez, on va dire, à moins de 5 ans, on peut complètement transformer sa réalité financière en reprenant le pouvoir sur son argent, c'est ce que tu disais, donc en apprenant à le gérer comme il faut. Tout le monde pense savoir le faire et quasiment personne qui le fait correctement. En revoyant son rapport à l'argent et en menant les premiers projets qui permettent d'avoir plus de liberté. Ça ne se fait pas en une journée, mais c'est quoi? 5 ans à l'échelle d'une vie pour tout transformer et se bâtir à la fois sa sécurité et sa liberté finalement, quand on y réfléchit, c'est pas grand-chose vu le temps qu'on dédie au travail tous dans nos vies. Oui, on offre nos 8 heures à nous sur des projets à d'autres personnes. On peut bien s'octroyer quelques heures en plus de cette journée-là pour nos projets à nous. Voilà, et donc là, on a parlé d'immobilier physique aujourd'hui toutes les deux, puisque l'immobilier physique, c'est justement de faire jouer ce qu'on appelle votre effet levier, c'est-à-dire la capacité qu'a la banque à vous prêter de l'argent, à constituer un patrimoine avec l'argent de la banque et qui va être remboursé en grande partie par des locataires. Il y a d'autres manières de faire de l'immobilier, j'aime bien dire de l'immobilier de canapé. Notamment, vous pouvez acheter des parts de SCPI, donc ça, c'est des sociétés immobilières, vous devenez sociétaire et vous recevez une rémunération tous les mois. Là, vous n'avez rien à gérer, tout est fait pour vous. Donc, c'est une autre manière de le faire. Vous pouvez acheter aujourd'hui des briques, un petit peu comme des Lego d'un projet immobilier, très simplement sur des sites en ligne. Et la même chose, vous recevez un taux de rendement mensuel, donc ça peut être beaucoup plus simple et moins chronophage si vous ne souhaitez pas vous lancer dans un projet immobilier. Il est également possible de faire ce que j'appelle du crowdfunding, c'est-à-dire de devenir le banquier, c'est-à-dire de prêter à un projet immobilier et de recevoir un taux d'intérêt en retour. C'est très simple. Ça se fait aussi aujourd'hui sur des applications et c'est une manière aussi d'obtenir un rendement si vous avez un peu de cash et que vous voulez le placer dans l'immobilier, entre guillemets, sans que ce soit compliqué pour vous et que ça gère très simplement le soir quand les enfants sont couchés. Et ça y est, c'est devenu possible aujourd'hui de faire de l'immobilier dans ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire dans ce monde de la crypto où vous pouvez aujourd'hui acheter des parts de projets immobiliers un petit peu partout dans le monde sur cette nouvelle manière voilà, de concevoir les transactions sur l'immobilier d'entreprise. Donc en fait, de l'immobilier, on peut en faire de bien des manières. On peut aussi en bourse investir dans des grosses sociétés cotées en immobilier, on appelle ça les REITs. Donc finalement, la seule question que vous devez poser, c'est quelle est la bonne manière de le faire pour moi, et on en revient toujours à cette chose-là, on est tous des individus avec des valeurs, une manière de voir le monde et une manière de voir notre vie. Osez sortir un petit peu des carcans et mener votre stratégie immobilière, celle qui vous ressemble. Oui, oui, mais après, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais passé le pas, trop de choix tue le choix. Et donc, du coup, on paralyse et on passe plus à l'action, quoi.
Oui, alors ça, c'est aussi un des grands travers des personnes que je vois, même chez Frico Feminin. Il y a souvent des personnes qui me disent: «Ah, je ne sais pas quel est le domaine des possibles» et je leur dis cette chose-là, mais en fait, il y a juste, 1 000 000 de solutions pour investir aujourd'hui. Dis-moi plutôt qui tu es, ce que tu veux faire. Au moins, ça restreindra un petit peu, ton domaine des possibles et ce qui correspond à, ta manière de voir le monde, et tes envies. Aujourd'hui, si vous commencez à analyser tous les systèmes d'investissement, ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que vous pouvez apprendre toute votre vie, pour autant ne pas passer à l'action. Oui, j'ai eu souvent cette question-là, bah, toi qui as fait plein de trucs, en immobilier, dis-moi c'est quoi le mieux? Mais en fait, il n'y a pas de mieux. Le mieux, c'est celui que tu ressens. Parce que si je te dis de faire, de la colocation sur telle maison, que tu as, et que toi tu le sens pas, ça marchera pas. Donc il faut faire ce qu'on ressent, qui est le plus sûr pour soi. On peut faire aussi des essais, puisqu'en fait, il n'y a pas non plus d'erreur, majeure. On peut, arriver à réajuster si tant est qu'on n'ait pas fait des choix indécents dès le départ, quoi. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va en inspirer beaucoup, justement, à passer à l'action pour transformer, leur vie financière et s'offrir une plus grande liberté de choix, parce que c'est bien de ça dont on parle. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nathalie, sur le web? Oui, alors du coup, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je voudrais tellement que toutes ces femmes qui ont ce potentiel entendent et s'ouvrent l'esprit sur le fait qu'elles peuvent le faire. Moi, c'est vraiment mon meilleur message, merci Nathalie, ça y est, je l'ai fait. Oh, je le voulais, ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Voilà. C'est vraiment mon cheval de bataille. J'accompagne des femmes, à investir, en tout cas à passer le cap de leur premier investissement immobilier avec, investiralacampagne.com. On me retrouve aussi sur les réseaux sociaux, à Investir à la campagne. Mon cœur va vraiment sur, l'accompagnement, et qu'elles arrivent à passer à l'action. Vraiment, c'est vraiment mon truc. Eh bien, je te remercie, Nathalie. N'hésitez pas, donc à nous mettre un commentaire, à nous poser vos questions, je les transmettrai à Nathalie, à remplir le petit questionnaire que vous trouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frico Féminin. Et je vous dis à très bientôt et je te remercie encore, Nathalie. Bah, merci pour ton invitation et c'est toujours un plaisir de partager, tout ce que je connais pour pouvoir, allumer des petites, lumières dans les yeux de personnes qui vont se dire: «Allez, moi aussi, je peux le faire».